Aujourd'hui, un thème assez complexe, assez compliqué et assez profond, celui du voyage dans des zones à risque. On parlera ici plus précisément de la région du Sahel qui regroupe un grand nombre de pays qui côtoient le Sahara. Vous ne m'entendrez pas durant cette interview et c'est tout à fait normal puisque c'est un débat qui a été enregistré au Grand Bivouac, ce superbe festival du voyage qui a eu lieu à Albertville il y a un peu plus d'un mois. J'étais là par hasard avec mon enregistreur et puis je l'ai enregistré pour le réalisateur du film Dans les montagnes du Tibesti. Et puis comme ce débat était super intéressant et qu'il était sur mon enregistreur, j'aurais trouvé dommage de le laisser dormir sur une quelconque carte mémoire. Donc, voici ce débat, tourisme contre terrorisme. Ça peut sembler un peu étrange comme thématique et un peu étrange de les lier surtout, et pourtant vous seriez étonnés. Un des invités du débat n'est autre que Maurice Freund, très connu dans le tourisme dans ces régions-là. Il est connu pour le tourisme solidaire et responsable, même si ces termes sont maintenant assez galvaudés malheureusement. Il va travailler avec les locaux dans ces régions assez complexes que sont le Mali, le Tchad, la Mauritanie ainsi que bien d'autres, dans le but justement de non seulement rapporter de l'argent aux populations locales de façon légale et intéressante, mais aussi, pourquoi pas, de faire changer de mentalité les gens sur place et peut-être aussi pour nous montrer que ces régions sont intéressantes. Les autres participants au débat sont Jean-Christophe Rufin, médecin, historien, globe-trotteur, écrivain et diplomate français au Sénégal et en Gambie, Michel K. Zongo, réalisateur, cadreur et scénariste burkinabé. Il y a ensuite Gérard Garrier, directeur général d'Alibert Montagne et Désert, spécialiste des régions du Sahara. Il y a d'autres intervenants dont je n'ai malheureusement pas pu avoir les noms. Tout cela interrogé par Guy Chaumereuil, journaliste, président de la Grande Traversée des Alpes, président fondateur du Grand Bivouac et aussi voyageur alpiniste. En bref, pour effleurer les thématiques qui seront exposées, on parlera un peu des Toubous, une tribu qui se situe dans la région du Tchad. On parlera de la vision de la France, vue de ces pays-là, surtout depuis l'affaire du Mali. On va parler, ou plutôt ils vont parler, je devrais dire, de terrorisme, de la transformation de combat national en combat mondial. Ils ont aussi évoqué la situation du Burkina Faso, qui est assez spéciale, due à une politique et une situation très particulière. Ils ont évoqué la situation assez particulière que je ne connaissais absolument pas, celle des ONG payées par le Qatar et ce genre de pays, qui commencent petit à petit dans chaque pays à implémenter peut-être une autre façon de voir certaines religions, ainsi qu'un certain extrémisme qui n'est pas pour aider ces régions à rester calmes. Ils ont parlé de l'importance de l'État dans tous ces pays, de la différence des revenus entre le tourisme et les trafics illégaux. Et pour finir, c'est surtout Jean-Christophe Rufin qui a évoqué la situation de ces zones rouges, ces zones où les Français sont encouragés à ne pas du tout aller pour cause de dangerosité. Et c'est franchement la première fois que j'entends parler du côté politique de ces régions-là, de l'impact qu'elles ont sur les populations locales. Et c'est vraiment un sujet passionnant qu'il faudra peut-être un jour creuser un peu plus. Mais il reste que j'avais jamais rien lu sur le sujet et c'est donc très intéressant d'en entendre parler. Je ne vais pas faire plus long, je vous laisse écouter ce débat juste après, comme d'habitude, un petit passage d'un film qui est en rapport avec la thématique. Bon débat. Vous auriez tort de me prendre pour un primitif parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas d'eau courante. Je m'y connais un petit peu en histoire. Vous voyez ça? Ça s'appelle bâtir le futur. Et un futur exempt de toutes les idées des petits blancs de l'Arkansas, général. Je vois pas ce que vous voulez dire, je viens du Texas. Monsieur Garrison, je crois que vous n'auriez jamais dû venir. Nous sommes en guerre civile. Cette guerre, c'est la nôtre. Pas la vôtre. 300 000 victimes, et toutes celles à venir. C'est plus une guerre, monsieur Atto. C'est un génocide. Maintenant, dégustez votre thé, je vous prie. Ne montre pas, mais justement, vous allez nous en dire un peu plus. Comment ont perçu comment les Toubous ont perçu votre arrivée, votre voyage? Est-ce qu'ils l'ont bien compris? Est-ce qu'ils ont pris que c'était un test? Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus l'interface, ce qui se crée dans la relation entre le touriste, celui qui est le voyageur, et celui qui est touristé, quoi, le Toubou, qui fait l'objet de cette démarche, de cette curiosité.
Et pour en revenir à l'image, effectivement, à Fada, lorsque nous sommes allés aussi à un festival des cultures sahariennes, et un peu partout autour, les Toubous qui étaient là, sont un peu comme ici, sont constamment en train de se prendre en photo, avec des téléphones portables, en train de se filmer. Et ça a maintenant beaucoup de place là-bas. La musique, par exemple, la musique Toubou, on l'écoute sur des téléphones portables, dans des qualités sonores qui sont exécrables. Mais le téléphone portable est un vecteur de musique aussi. Donc c'est ce que j'ai cherché à trouver. Et dans les montagnes, on n'a pas été tellement en relation avec des gens comme ça, quoi. Mais l'accueil que nous ont ménagé ces populations, pour nous en tout cas, a toujours été extrêmement ouvert. La petite caméra à 1500 € Sony, je suis très content que ce film passe, est quelque chose qui fait pas peur. Et quelque chose où on arrive avec, voilà, on a l'impression que tous les touristes, c'est un peu comme quelque chose qu'on leur a greffé, quoi. Cet appareil à enregistrer le temps, le son, l'image. Mais non, ils n'ont pas eu peur, ils nous ont pas jeté de pierre, ils étaient très contents. Et qui plus est, puisque l'enseignement au Tchad se fait en français, on avait l'avantage de la langue qui nous permettait d'aller un peu plus loin, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on est passé très vite, mais très bel accueil. Alors quand je parle de test, Maurice, encore une fois, après il y a eu, il faut le savoir, c'était un test censé être réussi, et suite à ce test, il y a eu 2000, c'est ça, 2000 touristes ou 1500 touristes qui ont pu faire d'autres voyages, hein, ça c'est le premier. Oui, la première année, il y a eu 180 personnes. Oui. Et le voyage que vous avez vu, c'est le premier. Donc, il n'y avait pas de guide, aucune formation, pas de cuisinier. Il y a un Toubou ne fait pas la cuisine. Il a fallu faire venir les gens du sud du pays. Voilà. Donc, ça a été assez difficile. Et c'est vrai que l'un des premiers voyages, on l'a dit, les touristes se sont fait accueillir des cailloux. Parce que, on disait tout à l'heure, le peuple Toubou n'a rien à voir avec les autres populations nomades. Les Touaregs, les Arabes, les Maures. Oh, quand vous êtes un étranger, il y a avant tout une perception d'un sentiment plutôt amical au point de vue de l'approche. Pour un Toubou, tout étranger est un ennemi au départ. Donc il a fallu faire un travail énorme partout dans les villages avec les chefs de canton pour expliquer ce que nous venions faire. Et la seule lecture qu'avaient les Toubous du blanc, du français que nous sommes, c'est ceux des gens de l'armée française. C'est dit dans le film, oui. Elle n'est pas excellente, je peux vous le dire. Voilà. Comme elle n'est pas excellente, mais nous allons peut-être en débattre aujourd'hui au nord du Mali. L'image que nous présente à la télévision avec un ensemble d'Africains qui nous accueillent, ouais, moi j'ai pas tout à fait les mêmes échos. Et pourtant, je peux prétendre qu'à Gao, je connais les populations. Et malheureusement, c'est pas si bien perçu que ça. Alors, je sais qu'en France, on est en train de louer l'opération Serval avec ce que ça comporte. Mais là aussi, il faut savoir que le Tchad, les hommes du Tchad étaient en amont de tout ça. C'est eux qui étaient au front pour se battre réellement. Alors les Tchadiens ont eu 37 morts. Voilà. Et je trouve que quelque part, ils ont prouvé leur capacité de se défendre, de combattre. Et c'est vrai que aujourd'hui au Tibesti, il n'est pas possible qu'un djihadiste rentre dans cette région. Alors on va en parler de ça, hein, Oui. justement. Juste une précision sur ma question. Depuis 1500 touristes, Oui, trekkers sont allés sur cette région. oui, Donc c'était pas uniquement un test, ça a Oui. bien été suivi des faits. oui. Là, le film que vous avez vu, c'était en février 2012, on a bien 2012. compris. Oui, de oui. décembre 2012 à mars 2013. On a fait effectivement 1600 personnes. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Jean-Christophe Ruffin. Bon, en France, on voit passer les infos, on voit passer les otages, on nous explique un certain nombre de choses, on comprend pas toujours tout. Avec vous, j'aimerais un petit peu que vous nous jouiez le rôle du prof, un petit peu, et nous dire finalement, on voit bien cette bande sahélo-saharienne qui finalement file de l'ouest à l'est de l'Afrique, voilà, en dessous de l'Algérie, qui touche, je suis pas un spécialiste de l'Afrique, donc le Mali, la Mauritanie, le Niger, je pense, qui borde le Tchad.
Est-ce que vous pourriez nous dire, au fond, cette bande sahélo-saharienne, quels sont les mouvements qui la traversent, de quelle nature, entre le tourisme, le trafic, les influences étrangères? Un petit cours de géographie politique sur cette région. Oh mon Dieu. D'abord une parenthèse sur le fait de photographier. Et je pense qu'il serait bien, avant d'envoyer des touristes dans ces destinations, de leur faire, par exemple, le pèlerinage de Compostelle. C'est amusant parce que j'ai fait ça l'année dernière. Et alors, quand vous marchez comme pèlerin, on vous photographie. On vous photographie comme une bête sauvage. Vous êtes assis par terre en train de bouffer, puis vous avez des touristes qui viennent vous photographier. Ça, c'est une expérience amusante. D'ailleurs, ça m'est arrivé aussi en Chine. J'étais avec ma fille dans la cité interdite, et puis les Chinois viennent et se mettent à 1 mètre de vous et vous photographient. C'est assez amusant parce qu'une fois qu'on a vécu ça, effectivement, peut-être qu'on est plus sensible. Quelques années d'ailleurs, il y avait un film d'Africains qui venaient filmer les Parisiens sous leur nez. Voilà. Donc, je pense que les touristes, d'ailleurs, dans de plus en plus de circonstances, vont se trouver dans cette situation. Non, sur la situation, alors plus sérieusement, dans cette région, d'abord, il faut pas la globaliser. Vous avez le grand mérite de singulariser le Tchad par rapport au reste de la zone. Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'elle est il y a à la fois une unité de cette zone, en effet, il y a des problèmes communs, il y a surtout des circulations communes. Il y a dans toute la zone saharo-sahélienne qui part effectivement du sud du Maroc on pourrait dire jusqu'à la Somalie. Ouais. On sait qu'il y a des circulations de personnes, depuis très longtemps d'ailleurs, sous forme criminelle, sous forme de trafic, mais aujourd'hui plutôt sous forme de terrorisme. Par exemple, on a l'évidence de contacts étroits entre les shebabs somaliens, pour donner un exemple, et certains groupes radicaux marocains. C'est-à-dire que à travers tout l'espace saharien, il y a des interactions possibles. Donc il y a à la fois cette unité, parce que le Sahara est une zone de contact, c'est une mer intérieure, donc avec cette circulation depuis très longtemps, effectivement, de gens qui passent à travers, et ça continue aujourd'hui. Mais en même temps, il y a une singularité parce que il y a une histoire de chacune de ces régions, et le Burkina, le Sénégal, la Mauritanie, le Sud-Soudan, la Somalie, si on les met dans le même sac, c'est un peu différent, sont chacun particuliers. Ils sont particuliers par leur géographie déjà, parce qu'ils n'ont pas tous la même. Entre le Sénégal, par exemple, qui est pratiquement totalement plat, ou la Mauritanie, qui est pratiquement totalement désertique, et puis les zones qu'on a vues, qui sont des zones montagneuses, etc., il y a des aspects très différents. C'est beaucoup plus difficile de se cacher dans une zone plate, dans une zone où vous n'avez pas de sanctuaire possible, que de se cacher dans le nord du Mali ou possiblement dans le sud de l'Algérie. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ces dernières années? Cette zone saharienne en fait est devenue a été ébranlée par un certain nombre de conflits. Bon, le conflit tchadien en particulier, on pourra en parler tout à l'heure, mais il est resté quand même localisé. C'est un conflit interne. C'est un conflit interne au Tchad avec une dimension avec la Libye un peu particulière, frontalière, mais c'est un conflit qui est resté localisé. Le conflit qui a fait exploser la situation régionale, c'est la guerre civile en Algérie. C'est la fin du processus électoral en 92 en Algérie et le passage à la lutte armée de gens qui jusque-là étaient entrés dans un processus électoral qu'ils allaient d'ailleurs probablement gagner. Donc l'interruption du processus électoral en Algérie a conduit à une série de violences qui se sont exportées. C'est-à-dire que l'armée algérienne a, d'une certaine manière, non pas gagné la guerre, parce que ça en est loin, mais elle a repoussé vers le sud les éléments armés qui se trouvaient sur son territoire, et ces gens des GIA, ou quel que soit le nom que ça a porté, puis qu'ils ont changé différents de noms, ces groupes auraient pu disparaître. Ils auraient pu mourir dans le Sahara. C'était d'ailleurs un peu l'idée, c'était de les faire crever en allant. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont trouvé dans le Sahara une zone extrêmement propice à leur développement, paradoxalement. Ces groupes algériens à l'origine ont trouvé d'abord un recrutement possible dans des pays beaucoup plus vastes, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à recruter des Mauritaniens, des Maliens, des Nigérians, etc. Enfin, donc, ils se sont internationalisés.
Pardon, en fonction des situations de chaque pays aussi, des conflits. Oui, puis parce oui. ils sont sortis, j'allais dire, de la nasse algérienne, hein, et tout à coup, ils se sont trouvés dans un espace qui est un espace morcelé de frontières, mais des frontières virtuelles, des frontières qui ne se voient pas sur le sol, et dans lesquelles ils ont pu évoluer en profitant justement de ces différences. C'est-à-dire qu'une armée qui les pourchasse, à partir du moment où ils franchissent une frontière, l'armée qui les poursuit ne peut pas aller au-delà. Donc ils peuvent utiliser le pays voisin comme sanctuaire. Donc ils peuvent faire des coups de main dans un pays. Ils peuvent aller au Niger, par exemple, faire un coup de main et se replier au Mali ou essayer de se replier au Burkina ou ailleurs, ou en Algérie. Et donc ils ont trouvé là un moyen extrêmement fécond finalement de se développer. Mais en se développant comme ça, je veux pas être trop long, mais je veux juste finir là-dessus. Ils ont changé de nature, c'est-à-dire que tant qu'ils étaient algériens, leur objectif était un objectif national, c'était la révolution islamique en Algérie. À partir du moment où ils se sont internationalisés dans cet espace saharien, ils ont pris une dimension internationale et pour le montrer d'une certaine manière, ils se sont affiliés, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais ils ont brandi cet étendard d'Al-Qaïda qui ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue fonctionnel, parce qu'il n'y a pas un état-major vraiment actif, mais ça veut dire simplement nous changeons de combat. Et au lieu d'avoir un combat qui est un combat national, nous avons un combat international, nous avons un combat mondial, qui est le combat d'Al-Qaïda. Notre ennemi n'est plus l'ennemi local, l'armée algérienne, c'est l'ennemi international. Et à ce moment-là, ça a eu des effets très importants. Il y a toujours un mouvement armé en Algérie, notamment dans le nord, dans les montagnes du nord. D'ailleurs, finalement, le mouvement originel reste là. Le chef, Droukdal, est toujours en Algérie, dans les montagnes du nord. Mais au sud, se sont développés ces Katiba, ces groupes combattants, qui ont pris une autre dimension et qui se sont attaqués à ce moment-là à des étrangers et spécifiquement à la France. Parce que les prises d'otages d'Européens, il y en avait avant. Ils prenaient, avant 2007, j'entends. Avant 2007, ils prenaient plutôt en otage des pays qui faisaient pas tellement de bruit, mais qui payaient, sans faire trop de bruit. Les Italiens, des Belges, enfin voilà. Bref. Et puis, ils touchaient pas trop les Français parce que la France a une dimension plus politique, il y a des forces armées, il y a une histoire compliquée avec l'Afrique, etc. Donc ils touchaient pas trop. À partir du moment où ils se sont appelés Al-Qaïda, ils ont spécifiquement visé des Français parce que ça leur permettait à ce moment-là de montrer que leur combat était un combat global, que la France était au fond le grand Satan sur place c'est la France, c'est pas les États-Unis. S'ils avaient pu viser les Américains, ils l'auraient fait. Et ils se sont mis à multiplier les prises d'otages ou les attentats contre les Américains. Il se trouve que vous avez mentionné décembre 2007, j'étais en poste à ce moment-là au Sénégal quand les 4 Français ont été tués dans le sud de la Mauritanie. Ambassadeur de France, donc on le rappelle. J'étais ambassadeur à Dakar et dans la nuit, j'ai su qu'il y avait un survivant. C'était un homme de 73 ans qui avait pris une balle de Kalachnikov dans la jambe. Les contacts il avait été transféré sur Nouakchott en fait. Les contacts que j'ai eus avec les médecins là-bas montraient que il n'aurait probablement pas survécu à un transfert vers la France, donc je l'ai fait venir à Dakar, l'hôpital principal, où nous avions des coopérants qui pouvaient l'opérer. Donc il est arrivé à 3 heures du matin, j'ai vu cet homme, j'ai eu avec lui un long contact extrêmement poignant, il est mort depuis, récemment d'ailleurs, mais il a survécu sur le moment, on l'a opéré. Il ne savait pas que toute sa famille était morte, c'est nous qui lui avons appris, et j'ai à ce moment-là senti... mais alors là, c'est le romancier qui parle, si je puis dire. Ces questions qu'on vient d'aborder d'une manière très théorique sur les forces politiques au Sahara, etc. Je les ai vues devant moi, pas moi qui avais pris la balle, mais d'une certaine manière, à travers cet homme et à travers sa souffrance, j'avais en quelque sorte un lien très direct avec ces phénomènes, et c'est ce qui m'a amené à creuser de plus en plus ce sujet et à écrire un livre dessus. Alors, une dernière précision pour l'instant. Ces groupes, ensuite, vous dites finalement internationaliser le conflit, sauf, et c'est d'ailleurs le sujet de Katiba, ça s'est interpénétré avec des groupes mafieux, du trafic, etc. Ils se sont appuyés sur on pourrait appeler ça des bandits de grand chemin. C'est-à-dire qu'ils ont agi avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire ils se sont développés sur ce qui existait localement. Alors, ce qui préexistait localement. Donc, dans certains endroits, ils sont tombés sur des
des groupes qui étaient eux-mêmes en conflit dans des pays, notamment, vous l'avez mentionné tout à l'heure, des pays qui sont ethniquement divisés entre Nord et Sud. Donc, ils ont joué sur ces divisions entre Nord et Sud, mais ces divisions sont beaucoup plus complexes encore qu'entre Nord et Sud. Par exemple, au Mali, bien sûr, il y a les Touaregs au Nord et il y a les populations noires du Sud, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'au Nord, il n'y a pas que des Touaregs. Vous avez des tas d'autres populations. Vous avez les Arabes berbiches, vous avez il y a vraiment de très nombreuses populations qui souvent d'ailleurs avaient été instrumentalisées contre les Touaregs. Bref, ils ont joué de ces divisions locales et ils se sont aussi appuyés sur des groupes mafieux, n'entrant généralement pas eux-mêmes dans les trafics, quoique certains dirigeants de Katiba comme Mokhtar Ben Mokhtar sont d'anciens mafieux, mais ils ont, avec beaucoup d'habileté, établi une espèce de zone de péage, si vous voulez, ou de redevance que paient les groupes mafieux pour passer dans les zones qu'ils contrôlent. Donc ils se sont bien adaptés au terrain. Sauf, en effet, dans un pays comme le Tchad, ça n'est pas le seul. La Mauritanie est aussi un pays qui se protège, mais très différemment, parce que en Mauritanie, il y a une forte réaction gouvernementale et de l'armée, mais les tribus sont très divisées et vous avez, à travers les tribus, de très grandes différences, notamment avec puisque vous avez, en Mauritanie, vous avez les Noirs, vous avez les populations négro-mauritaniennes qui traditionnellement quand même, notamment les Haratines, les anciens esclaves, etc., qui ne sont pas forcément très d'accord avec le gouvernement. Donc il y a une réaction gouvernementale forte, mais une population qui reste quand même sensible à la propagande djihadiste. Alors qu'au Tchad, il y a une unité beaucoup plus grande entre l'action du gouvernement d'Issa Habré, pardon, j'ai un train de retard d'Idriss Déby, et la population qui est beaucoup plus homogène, comme vous l'avez dit. Donc là, ils sont tombés sur un os, et le Tchad aujourd'hui joue une carte, non sans arrière-pensée d'ailleurs, qui consiste à être en pointe dans la lutte contre le djihadisme, qui lui rapporte aussi pas mal d'un point de vue international, parce que c'est le bon élève en quelque sorte de la région, avec le Burkina d'ailleurs. Voilà, justement, merci pour ce tour d'horizon que je trouve effectivement assez finalement c'est clair, assez pédagogique. Michel, est-ce que par rapport à cela, donc je résume alors de manière très caricaturale, l'Algérie, un coin enfoncé finalement au fond du désert, un éclatement des conflits passant d'une dimension nationale à une dimension internationale, et mêlé avec ça, avec du trafic, des groupes locaux ou des situations nationales qui permettaient justement des accords entre les différents belligérants. Comment on ressent? Alors, le Burkina dans cette affaire, vous venez de le dire d'ailleurs, paraît presque comme le Tchad. Ça a été dit d'ailleurs dans le film. Nous ici, dans le film, le Tchadien a utilisé exactement la même phrase tout à l'heure, cet après-midi, au Dôme Théâtre que Michel. C'est un pays plus propre ou quelque chose comme ça. Bon, peut-être que c'est déjà, je pense que la géographie qui joue un peu à la faveur du Burkina. Plus on descend vers le sud, moins, pour l'instant, je veux dire, les terroristes s'aventurent pas trop. Parce que le nord du Burkina, qui est à la frontière du Mali et le Niger, elle n'est pas assez, le Sahara là-bas, le désert n'est pas assez énorme. Donc, vite fait, on descend vers le centre, vers Ouagadougou, qui est la capitale. Et effectivement, ça fait que, on sent moins, cette, attaque terroriste au Burkina, même si ça se passe tout juste à la porte du Burkina. On est pour l'instant assez bien protégé, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est totalement à l'abri, parce que effectivement, du côté de Mali, on a une frontière très très poreuse qui c'est le même peuple d'ailleurs, entre Gao et Wayouya qui est au nord du Burkina, qui est très très proche du Mali. Donc, mais jusque là, pour la stratégie, c'est que le Burkina aussi est utilisé comme une base de lutte antiterroriste avec l'appui de la France et les Américains. Et donc, je peux dire que le pouvoir burkinabé a un peu troqué son territoire pour accueillir l'armée américaine qui a une base de réaction plus rapide par rapport à la zone. Donc, pour l'instant, on est assez protégé, mais je sais pas jusqu'à quand. Ouais. Michel, quel est l'état d'esprit de l'opinion, un grand mot, mais l'opinion burkinabé? Vous pensez, vous dites,
finalement, nous, on est pas mal à l'abri. Est-ce que vous êtes peut-être plus solidaire des autres États africains? Est-ce que vous êtes dans un état finalement d'appréhension en disant mais ça va nous tomber quand sur la tête? Oui, puisque en fait, quand on regarde les pays là où c'est arrivé, ils n'ont pas non plus, ils n'ont rien fait. Je veux dire, quand on va au Burkina, la montée je pense par rapport aux religions, je veux dire, déjà on est un pays où on n'a pas une religion très dominante. Très dominante l'un ou l'autre. On n'est pas un pays islamique, on n'est pas un pays décrété catholique, c'est vraiment un pays laïque où on trouve toutes les différentes sensibilités religieuses qui cohabitent en très bonne intelligence, parce qu'à la base, tout le peuple burkinabé est assez animiste, et donc les religions sont assez récentes. Au Burkina, ça date de pas plus de 100 ans. Donc les gens ont gardé quand même le socle qui est l'animisme, qui crée une cohésion plus intelligente à vivre ensemble avec les différentes ethnies, et ça c'est une base, c'est une très bonne base à tenir vraiment en compte. Mais après, ce qui se passe aujourd'hui est que entre guillemets ce qu'on appelle les ONG et qui sont des ONG arabo, voilà, qui viennent du Qatar, qui viennent de partout, prennent de la place, parce que je pense que la nature a horreur du vide. Quand l'État joue pas son rôle, quelqu'un d'autre va le jouer. Et on voit depuis quand même quelques années, c'est ce qui est arrivé au Mali, à un moment donné où la construction des mosquées, les ONG qui arrivent, voilà, on ne sait pas d'où, mais maintenant on commence à comprendre pourquoi. Parce qu'effectivement, les djihadistes utilisent aussi ce côté. Ils sont assez intelligents, ils arrivent dans des milieux où les populations sont abandonnées par l'État, et qu'ils arrivent à construire des écoles coraniques, mais en inculquant toute une démarche. Voilà. Donc c'est un peu de cette manière que petit à petit, la transformation de ces populations assez, je vais dire, assez, comment on appelle ça, assez pauvres, qui n'attendent que, voilà, un sauveur, et que l'État ne s'aventure pas. Ils construisent des hôpitaux, ils construisent pas mal des écoles, ils font des forages dans des villages perdus où l'État n'a pas de programme de développement pour ces derniers. Donc, un jour, si on dit à ces populations que les donateurs sont des djihadistes ou sont des terroristes, c'est impossible de faire changer la donne. Donc c'est aussi ça qui fait que il faut que nos États jouent le rôle de moteur de développement, qu'ils s'occupent des populations, qu'il y ait des vraies politiques de développement. Parce que c'est pas des pays, moi je n'appelle pas nos pays des pays pauvres. On n'est pas du tout pauvres, on est des pays très mal gérés. On a de quoi se nourrir. On n'est pas pauvres, pas du tout. On est des pays qui sont mal gérés depuis des années, qui n'ont jamais vraiment su se prendre en charge. Alors, on est bien d'accord que ce qui est important, c'est bien la situation de ces pays, c'est pas notre regard dessus, et c'est pas notre activité ou nos envies touristiques. Mais le thème étant, c'est vrai, à la fois reprendre la route et pour nous, ne pas considérer que l'Afrique est un no man's land totalement interdit, ne serait-ce que pour continuer à avoir des échanges avec les peuples du monde et nous-mêmes. On va s'intéresser justement aux conséquences que ça a eu. Gérard Guerrier, il dit donc depuis 3-4 ans, est-ce qu'on peut considérer que, d'abord, est-ce que tu acquiesces un petit peu aux analyses que tu as entendues, et est-ce qu'on peut considérer que pour ces raisons-là, et peut-être pour d'autres aussi, l'Afrique est devenue un peu terre interdite pour les échanges touristiques? Je me souviens effectivement de ton coup de gueule sur la situation du Mali. Oui, c'est-à-dire il y a à peu près 3 ans, je crois. Oui. Il y a 3 ans, j'avais fait une conférence sur le Mali, et je venais juste d'être invité par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat et de l'Industrie, quelque chose comme ça. Mais bien ton micro. À un festival Touareg à Kidal que j'avais décliné, pour tout dire, après analyse. Hélas, oui, il faut bien dire que la zone au niveau touristique qui s'étend du Mali jusqu'au Tchad, pardon Maurice, est sinistrée dans son ensemble. Alors, d'un niveau macroéconomique, on pourrait dire qu'on s'en fiche. Parce que si on regarde l'économie du tourisme sur la zone, c'est de l'ordre à peu près de entre 50 et 100 millions d'euros les bonnes années. Sur l'ensemble de la zone. Sur l'ensemble de la zone, de la Mauritanie au Tchad.
50-100 millions d'euros, il faut quand même représenter, ça fait à peu près 100 000 personnes, ça fait vivre 100 000 personnes, ce qui dans des endroits désertiques, c'est pas négligeable. Oui. Mais maintenant, revenons au poids de ces 50 à 100 millions d'euros par rapport au trafic de la drogue. Et là, on parle de 500 millions d'euros. Rien que le péage, on va dire, du Sierra Leone à l'Algérie. Ça ne pèse de rien. Donc ça veut dire que, en gros, aujourd'hui, ceux qui ont la part belle, ce sont les trafiquants, les terroristes, et que les touristes n'existent pas. Comment, Jean-Christophe Rufin, je le disais tout à l'heure, vous avez été donc ambassadeur au Sénégal. À l'époque, Gérard Guerrier avait mis en cause d'une certaine manière le Quai d'Orsay sur ses décisions. Vous connaissez la fameuse zone rouge, zone orange, etc. Et quand on rentre dans zone rouge, là c'est fini, quoi. Il n'y a plus aucune possibilité de faire quoi que ce soit. À quel niveau cela se décide ? Moi, je l'ai vécu très directement dans l'est du Sénégal parce que j'ai été informé par nos services un jour en fin d'année en 2009 qu'un groupe que nous surveillons projetait des enlèvements dans l'est du Sénégal, c'est-à-dire vous savez qu'il y a une zone de 3 frontières là, donc dans l'est du Sénégal, avec notamment comme cible les chasseurs, parce que ce sont des zones de chasse dans lesquelles ça fonctionne comme ça. Des petits avions déposent les chasseurs, et puis les chasseurs restent 8 jours. Bon, ils chassent, en définition, enfin ils essayent en tout cas, et puis au bout de 8 jours, l'avion revient et les reprend. Donc pendant 8 jours, vous avez des gens qui ne peuvent pas s'échapper, qui sont là. Bon, et il y avait ce groupe qui était identifié, écouté, et qui projetait un enlèvement dans cette zone. Donc ma responsabilité, c'était très directement de dire, ou pas, au Quai d'Orsay, nous incluons cette zone en zone rouge ou pas. Et je n'ai pas voulu le faire, j'ai pas pris la responsabilité de le faire, ou plutôt j'ai pris la responsabilité de ne pas le faire, ce qui est beaucoup plus lourd de cette manière, parce que quand vous avez quand vous avez peint une zone en rouge, personne ne va facilement, et peut-être même jamais, la remettre en vert. Parce que ça peut prendre du temps, c'est quasi définitif. Parce que le principe de précaution étant ce qu'il est, si il arrive quoi que ce soit, même si c'est avec un million de chances, une chance sur 1 million, personne ne prendra la responsabilité de revenir en arrière. Attendez, vous dites qu'il y a des zones rouges, donc, qui, pour le touriste, sont rouges pour des années et des années, c'est ça ? Alors, c'est très très difficile de revenir en arrière parce que, en effet, une fois qu'elles sont rouges, imaginez-vous, c'est très facile de mettre une zone en rouge, c'est très très facile. Ça vraiment, je veux dire, ça se fait d'un trait de plume, c'est très très facile. C'est vous qui zone rouge et c'est fait. Alors, ça vient en général du poste, ça vient du poste localement qui dit, voilà, nous on considère que voilà, maintenant ça n'est plus sûr de se balader par là. Après, il faut des procédures. Par exemple, bon, au Sénégal, vous avez toute la zone de la Casamance qui est victime de ça depuis des années. Sénégal, donc en Casamance. Ah, pardon. En Casamance, oui. Donc, moi, j'ai essayé d'ailleurs de lever les précautions qui étaient, enfin les alertes qui figuraient sur notre site sur la Casamance. Et j'ai dit, je vais y aller. Je vais faire un tour là-bas, donc je vais prendre ma voiture, mon chauffeur, puis je vais y aller. Alors on m'a dit très bien, formidable, très bien, donc accord du département, comme on dit, etc. Et puis 2 jours après, il y a le colonel, mon attaché de défense, qui est venu, qui m'a dit, écoutez, c'est très très bien, j'ai prévenu les Sénégalais. Bon, très bien. Alors, ils vont vous mettre une automitrailleuse devant, une automitrailleuse derrière. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez qu'ils me tirent dessus ou quoi ? Parce que je vais dire, moi j'y allais pour justement banaliser comme ça, même j'aurais pu prendre une voiture banale, je l'aurais fait. Bon, à partir du moment où vous êtes en convoi militaire, je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Bon, et en plus, c'est le contraire, c'est-à-dire que si il y a un rebelle qui traîne à la retraite, unijambiste, au RSA, machin, etc., qui peut taper sur un ambassadeur, alors le truc, il va venir, pensez bien. Donc, je veux dire, bon, donc ça n'a pas de sens, et j'ai pas pu le faire. Et la Casamance est restée exactement comme elle était avant. Donc, le processus, si vous voulez, quand vous avez une alerte quelque part, si vous avez... moi, j'avais ce souci, si vous voulez, de ne pas entamer le crédit
touristique de ce pays, parce que pour le coup au Sénégal ça représente beaucoup le tourisme, c'est dans l'économie sénégalaise considérable, parce que les gens ne font pas la différence, si vous voulez. Si vous mettez une zone rouge au Sénégal, ça veut dire que les gens qui vont à Sali en vacances sur la côte, ils vont se trouver alertés aussi, même si ça se passe dans l'Est, si vous voulez, parce qu'on raisonne par pays. Or, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça. Rares sont ceux qui regardent en détail, etc. Puis souvent, c'est un pays s'allume. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévenu un certain nombre d'agences de voyage qui étaient spécialisées dans ces voyages de chasseurs pour les mettre en garde. Et puis, il se trouve qu'on a renforcé les mesures qu'on avait prises et que finalement, ce groupe a été intercepté quelques temps plus tard et finalement n'a pas pu mettre ses projets à exécution. Mais finalement, le Sénégal est resté en dehors de toute zone rouge et Dieu merci. D'accord. Et ça, donc, ça tue effectivement le tourisme de manière assez radicale. Je voudrais la réaction de Gérard d'abord et de Maurice sur. Tu as dit tout à l'heure, Gérard, au fond, globalement, le chiffre d'affaires du tourisme, c'est important parce que ça touche des populations sur des sites particuliers où ça a un impact, mais globalement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je voudrais que vous nous expliquiez tous les deux, peut-être, quels sont les circuits de retombées économique sur le tissu sociétal et social de ces zones-là. Mais tu voulais réagir peut-être à... Oui, je voulais peut-être rajouter un mot sur les zones rouges, parce que hélas, c'est devenu mon travail journalier, de les lire, de discuter avec le Quai d'Orsay, d'essayer... Je suppose qu'elles s'étendent en ce moment, hein. Oui, et bon, j'ai l'exemple, par exemple, au Pérou. C'est vrai, quand il y a une zone rouge, elle reste rouge, mais pour 10 ans. Au Pérou, on a des zones rouges qui correspondaient à l'assassinat d'un touriste israélien qui est resté rouge 10 ans après. Parce qu'effectivement, aucun fonctionnaire du Quai d'Orsay sera promu parce qu'il aura eu le courage de déclasser une zone rouge. L'inverse, par contre, je peux vous dire que s'il a oublié, notamment Niamey, avant l'enlèvement des 2 jeunes ingénieurs, était vert, ce qui était extraordinaire, je peux vous dire que là, le poste, il a dû se faire taper sur les doigts, j'imagine en tout cas. Oui, au Nord Cameroun, en février dernier, qui était jaune. Bon, ta question sur le tourisme, le tourisme dans ces zones, parce que c'est pas un tourisme d'infrastructure, c'est pas un tourisme où on va construire des hôtels avec des piscines, etc. C'est une économie extrêmement diffuse. Donc il n'y a pas de captation de valeur par quelques acteurs, contrairement par des opérateurs etc. Oui. Contrairement au business de la drogue ou d'autres business comme ça. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant pour les populations elles-mêmes directement. Si on prend l'exemple de la Mauritanie que Maurice et moi connaissons bien, le tourisme a fait vivre 10 000 personnes pendant 15 ans, Maurice. Oui, mais ce qui est important, et c'était les chiffres du PNUD. En 1996, le taux de prévalence de la pauvreté dans la région de Hattar était de 58%. 5 ans après, ce même taux de prévalence de la pauvreté est tombé à 26%. Or, la seule activité qui s'est développée sur l'espace de ces 6 ans, c'est le tourisme. Je dirais que, bien sûr, au point de vue macroéconomique, nous sommes que dalle par rapport au trafic de la drogue. Mais à la différence, le trafic de la drogue ne sert qu'à un petit nombre de personnes, alors que le tourisme a des retombées de manière beaucoup plus large. Or, il y a surtout une activité extrêmement diffuse qui se produit par l'injection. Et dans une région dans laquelle il n'y a rien, 100 000 €, c'est énorme. C'est toute la différence. Je rajouterai autre chose. Je profite de ce qu'a dit Zongo du Burkina Faso, en disant, on vient de découvrir que les organisations humanitaires islamistes, financées par le Qatar, l'Arabie Saoudite, et surtout beaucoup de fondations privées de ces pays-là. Ce phénomène n'est pas un phénomène nouveau. Et au nord du Mali, où j'étais directeur général en 1990, on voyait arriver des dizaines de prédicateurs qui venaient du Pakistan et qui
venaient construire des ONG en faisant des puits, des mosquées, des écoles. On parle de ça il y a 30 ans. Et quand on avertissait les autorités en disant, on nous répondait, c'est un épiphénomène. Seulement 25 ans après, toutes ces ONG ont fait le lit de ce qui va se passer. Ça, c'est une certitude. Jamais on n'aurait pu imaginer, il y a 25 ans en arrière, qu'un phénomène comme celui qui s'est passé, la venue des Algériens, puisse être possible au Mali. Il y a 25 ans, non. Aujourd'hui, c'est foutu. Et je dis que, malheureusement, et contrairement à ce qu'on peut dire, les populations locales, dans la région de Kidal, Dame de Repougan, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, aujourd'hui, ne sont pas opposés au développement de cet islamisme agressif. C'est faux de dire ça. Pardon, ils ne sont pas opposés? Non. Aujourd'hui, et Ruffin l'a parfaitement bien dit, au nord du Mali, il existe des Arabes, des Maures, des Touaregs, des Peuls, avec des mélanges divers. Ces gens-là, entre eux, il y a beaucoup de conflits qui existent. Et aujourd'hui, au nord du Mali, il y a un pourcentage de plus en plus important d'habitants du Nord qui sont favorables au phénomène du terrorisme, d'AQMI et de cette religion. Parce que on a développé aussi, depuis 25 ans ou 30 ans, des logiques de haine contre l'Occident. Et tout ça, ça fait ce chemin. Bon, je ne suis pas un diplomate, mais depuis 30 ans, je suis en Afrique, sous les tentes, à Kidal. Je connais bien ce monde-là. Et je pense que c'est effectivement pour nous l'avenir de la Mauritanie, du Mali, du Niger, est très sérieusement compromise. Et que nous ne pouvons pas espérer, dans les prochains mois, prochaines années, pouvoir malheureusement y retourner. Votre opération du même coup, si on vous entend, il est vraiment une opération commando et de foi. Hein, c'est clair, c'est-à-dire que vous continuez à y croire finalement. Écoutez, et c'est pas M. Ruffin qui va me contredire. La seule fois que les djihadistes ont tenté de pénétrer au Tibesti, il y a de ceci une douzaine d'années, les Toubous les ont arrêtés, faits prisonniers et rendus. C'est ce qui a été dit dans le film, hein? Ouais. Voilà. Donc, moi je dis, certes, le Tchad, et je peux comprendre les inquiétudes du MAE, du ministère des Affaires étrangères, qui aujourd'hui déconseille d'aller au Tchad. Bon, moi personnellement, de ma connaissance, de ce que je peux avoir sur le plan militaire, sur le plan de la défense qui s'organise, des moyens qui mettent les Tchadiens, ce qui n'a jamais été le cas chez les Maliens. Il y a eu, allez, disons de la part des autorités maliennes, un côté assez sympathique, parce que le pouvoir de Bamako, voyant d'un œil assez sympathique l'arrivée de ce phénomène djihadiste de l'Algérie, parce que ça leur permettait de combattre en même temps les populations touaregs. C'est très compliqué ce qui se passait au Mali. Et ATT, que je connais depuis 90, j'ai vécu avec lui le coup d'État à Bamako, et c'est devenu un ami. Combien de fois je lui dis, mais arrête, il faut que tu prennes des décisions. ATT est un homme de consensus. Il a laissé faire tout le monde. Or, dans le Nord, ceux qui s'enrichissent le plus, ce sont effectivement les Arabes, tribus particulières, avec ce trafic. Et ceux-là ont favorisé l'arrivée des djihadistes. C'est clair. Alors, il y a Luc et Jean-Christophe qui voulaient réagir. Je ne sais pas dans quel... Luc et oui, puis... je te remercie. Moi,
Ça m'énerve vraiment. De quel Parce droit? que pour l'instant, on est bien d'accord, au moment de ce débat, les clés non seulement ne tournent pas dans le bon sens, mais continuent on continue oui, de les mais fermer. il faut se mettre du côté des peuples. Moi, tous ces gens que j'ai rencontrés en Afrique me disent, mais de quel droit nous avez-nous édicté en zone rouge? À qui profite le crime? C'est vrai que le tourisme représentait peut-être pas beaucoup d'argent en masse financière, mais par contre, ces petites échelles qui se faisaient entre les gens permettaient des liens humains, permettaient peut-être que des touristes après s'engagent dans une petite association qui allait aider une école, par exemple. Mais est-ce que les zones rouges ont empêché les sociétés multinationales d'exploiter l'uranium au Niger, d'exploiter les minerais? Alors que quand il n'y a plus de touristes et qu'il n'y a plus de journalistes, effectivement, on fait ce qu'on veut. Alors à quoi ça sert et de quel droit? Jean-Christophe? Oui, là, je pense qu'il ne faut pas être trop parano non plus. Que les zones rouges ne modifient pas le fait qu'il y ait la présence d'entreprises qui exploitent telle ou telle ressource, c'est vrai. Mais pour tout un ensemble de responsabilités, je pense par exemple aux patrons d'ONG qui envoient des volontaires sur le terrain. Je pense à l'État français ou d'autres qui envoient des coopérants sur le terrain. Je pense aux agences qui envoient des touristes sur le terrain. C'est quand même important de savoir quel est le degré de danger. Donc, l'existence de ces zones, elle n'est pas. Moi, je ne la remets pas en question en tant que telle. Je veux dire, c'est logique, c'est normal. Quand on sait les sommes qui sont payées pour payer les rançons des otages, quand on sait les efforts qu'il faut faire pour ramener des otages, et on n'y arrive pas d'ailleurs, puisqu'on en a encore beaucoup, il est normal que l'État, d'une certaine manière, se protège et permette aux décideurs de se protéger en mettant des zones rouges. La question, c'est plutôt où elles sont, comment elles sont dessinées et combien de temps elles restent. C'est surtout ça la question. À partir de quels critères on les maintient et sur comment on les dessine. Parce qu'il faut être très clair, elles sont dessinées souvent au doigt mouillé, comme ça, sur une carte. Bon, c'est par là que ça se passe. Bon. Et effectivement, on a tendance du coup à allumer des pays en disant voilà, sous ce pays est dangereux et puis c'est foutu, le tourisme n'y va plus. Une autre remarque, pardon, et c'est très très court, juste pour dire que justement dans cette perception globale des pays, là il ne s'agit plus de zone rouge, il s'agit de la perception des pays, et il y a des aberrations, il y a des choses étonnantes. Par exemple, quand vous comparez, alors c'est une zone qui n'est pas tout à fait celle dont on parle, mais enfin l'Afrique de l'Est, le Kenya et l'Éthiopie par exemple. L'Éthiopie, vous dites aux gens l'Éthiopie, ils disent oh l'Éthiopie, tu vas en vacances en Éthiopie, oh là là. Ah oui, là c'est pas très bon L'Éthiopie genre. est un pays absolument sûr. C'est un pays où on peut se balader, où il y a maintenant des infrastructures touristiques formidables qui se développent d'ailleurs très vite. Et c'est un pays sûr. Le Kenya, tout le monde va vous dire c'est formidable, le Kenya, on fait des safaris au Kenya. Regardez ce qui s'est passé à Nairobi et regardez la violence qui n'est pas, qui a atteint un paroxysme avec l'opération des Chebab, mais qui de toute façon est endémique. Violence sociale à Nairobi, violence politique dans le nord du Kenya, etc. C'est un pays extrêmement violent et extrêmement dangereux, le Kenya. Mais il a cette réputation d'être un pays tranquille. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Et là, c'est même pas les zones rouges, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient, j'allais dire, collectif. Peut-être que c'est la famine de 85 qui reste dans les esprits pour l'Éthiopie. Mais il y a là des aberrations, des images qui restent et qui sont totalement déconnectées de la réalité sécuritaire. Alors, juste encore une question, Jean-Christophe. On abandonne, comme vous le dites d'ailleurs dans Compostelle malgré moi, les habits. Les habits et la fonction. Je reviens aux marcheurs finalement et aux voyageurs. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est la question qui doit, je pense, être dans la tête de beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, est-ce qu'on peut encore est-ce que moi, Jean-Christophe Ruffin, j'ai encore envie d'y aller Où en Afrique et est-ce que je considère que la porte est fermée, mais du point de vue du marcheur, du trekker, de celui qui a envie de voyager et de voir. Non, mais je pense que ça veut. Alors l'Afrique, franchement, ça ne veut rien dire. L'Afrique est tellement diverse, c'est un continent tellement énorme. Vous savez, c'est ce qu'on dit ici en général. Est-ce qu'on va en Afrique ? Voilà, mais alors cette réponse, on ne peut pas la faire, parce que l'Afrique, moi je ne sais pas ce que c'est extrêmement divers. Ce que je vois, c'est qu'il y a
si on considère l'Afrique de l'Ouest, par exemple, l'Afrique subsaharienne de l'Ouest, c'est une Afrique qui a connu des guerres extrêmement, ou des crises extrêmement graves, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, la Libéria, etc., ces dernières années. Ces crises sont plutôt en train de s'arranger, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone sont plutôt en train d'aller mieux. La transition démocratique, de nouveau, s'est bien opérée au Sénégal, et elle s'est même opérée en Guinée, ce qu'on n'attendait vraiment pas, après l'héritage de la période Sékou Touré. Donc finalement, cette Afrique côtière, en ce moment, va mieux, c'est indiscutable. En revanche, l'Afrique sahélienne est aujourd'hui soumise à des turbulences. On l'a dit à cause des conséquences de la violence algérienne, bon, qui a débordé sur le Sahara, mais aussi, parce qu'on ne l'a pas mentionné, mais il faut quand même le dire, de l'intervention occidentale en Libye, parce que l'éclatement de l'État libyen a fait quand même voler en éclats toute une espèce de coffre-fort d'armes, de combattants, d'agents de tout poil qui se retrouvent aujourd'hui dans toute la zone. Donc aujourd'hui... Redonner un coup d'accélérateur au donc premier aujourd'hui, chaos. si on veut globaliser, si vous voulez, cette Afrique sahélienne, en revanche, est en difficulté. Maintenant, avec des exceptions, et on l'a dit, le Burkina, le Tchad, etc. Dernier point par rapport à ça, je veux dire, petite parenthèse, juste pour dire que nous parlons du tourisme. Donc là, on est, j'allais dire, dans notre version, nous, occidentaux, la plus débonnaire. Le tourisme, c'est gentil, a priori. Bon. Qu'à voir, les photos qu'on nous a montrées tout à l'heure sont gentilles, ces touristes, même si Maurice les trouve énervants avec leurs caméras, c'est quand même pas des fusils qu'ils ont. Mais dans le même ordre d'idée, les mêmes occidentaux, nous posons des questions beaucoup moins gentilles par rapport à ces pays. C'est-à-dire, est-ce que nous devons intervenir? Car la dernière opération, ça s'est passé quand même militairement dans la région. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir le point de vue des pays localement. Le Burkina, par exemple, était contre. Pourquoi le Burkina était contre? Parce que le Burkina, comme l'Algérie d'ailleurs, ne sont pas favorables à des interventions extérieures pour la résolution de ce type de crise et pensent qu'il vaut mieux une opération qui soit faite par les pays eux-mêmes, s'ils en ont les moyens. Et en tout cas, ils peuvent demander un appui, je veux dire un appui militaire, un appui aérien, un appui en renseignement, ce qu'on voudrait, mais pas l'intervention de troupes au sol. Et il y a là quelque chose d'intéressant, parce que je pense que c'est un vrai débat aujourd'hui pour nous, qui est de savoir si nous restons, j'allais dire, dans une mentalité de gendarmes de cette région, c'est-à-dire si les problèmes que nous abordons, nous les abordons dans l'optique de les résoudre nous-mêmes, ou si nous les abordons, j'allais dire, vu de l'extérieur, de façon comme le feraient des Nordiques, par exemple, qui regardent ça, mais à qui ne viendrait jamais à l'idée d'aller intervenir là-bas. Or, la France n'a pas tout à fait viré sa cutie de ce point de vue, et quand nous discutons de ces points de vue, de ces questions, c'est toujours avec l'arrière-pensée de savoir si nous devons ou pas intervenir militairement, je veux dire, parce que ça reste quand même le problème central pour nous, avec l'histoire qui est la nôtre. Gérard, tu voulais... Ouais, je voulais quand même répondre, parce que je pense que ça peut intéresser nos amis dans la salle, sur la dangerosité des pays de la zone. Rapidement, si on brosse, on peut dire que le Maroc, c'est à peu près sous contrôle. La Mauritanie, même si c'est rouge-orange, moi je pense que c'est relativement sûr, même si nous n'y allons pas, parce que la demande est nulle, il faut aussi dire... La demande est nulle, tu dis, pour l'instant, vous n'avez pas laissé. Bien sûr, alors après, si tu veux, c'est une prophétie qui se réalise de toute seule. Il y a zone rouge, donc il n'y a pas de demande, et du coup, le Quai d'Orsay va garder ça rouge, parce que c'est pas important. Mais, absolument. Mais je pense que, effectivement, la région d'Attar, Chinguetti, aujourd'hui, pourrait être tout à fait ouverte aux touristes. Après le Mali... C'est au tour opérateur d'avoir les couilles, de proposer une offre. Non, alors les couilles, ça suffit pas, si tu me permets. Nous, on raisonne plutôt en guide de haute montagne et plutôt une analyse raisonnée plutôt que le reste. Mais bon, passons. Le Mali, aujourd'hui, je déconseillerais. L'Algérie, c'est compliqué. C'est pas simple. Le Niger, bien accompagné et encore. La Libye, il ne faut pas y foutre les pieds. Et le Tchad, on en discute. Alors, voilà. Oui, c'est pour un peu rebondir par rapport à M. Ruffin et puis aussi à la désignation de la zone rouge. Nous, de notre point de vue, c'est vrai que on se demande souvent pourquoi c'est un autre pays qui détecte le danger chez nous. Voilà. Moi, c'est un peu ça. Voilà. En fait,
Par cette expérience, il y a 3 ans de cela au Burkina, il y a eu des émeutes, des revendications liées à un abus, à une bavure policière d'un élève qui a après généré par une révolte militaire et tout. Et c'était au moment du FESPACO, voilà, donc je suis cinéaste et on a vraiment subi quelque chose parce qu'en 3 jours, le Burkina était en zone rouge. Et alors que... Mais que 3 jours? Oui, en 3 jours d'émeute, le Burkina était en zone rouge. Pardon, alors que on a vu souvent en France des revendications où il y a eu des interventions policières bien musclées, mais ça n'a pas empêché les gens de voyager, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez complexe la désignation de la zone rouge. Il y a une réalité, effectivement, où il y a un danger. Alors on ne peut pas. Je voulais rassurer Michel, pendant les émeutes des banlieues parisiennes, les États-Unis avaient posté un avis contre la France. Donc, rassure-toi, on est aussi bien traités. Mais les pays africains, le Burkina par exemple, n'a pas empêché les Burkinabés de venir à Paris parce que c'est pas grand-chose. Voilà. Oui, c'est ce que voulait dire Michel en fait. Est-ce qu'il y a des 2-3 questions qui peuvent être posées? Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour savoir qui va poser des questions, qu'on sache à peu près? Donc il y a une question là-bas en tout cas, et on pourra en prendre 2 ou 3 parce que cette soirée peut-être est un petit peu ardue, mais voilà, selon l'objectif du Grand Bivouac, on essaie d'apprendre des choses. Et moi j'apprends comme vous finalement de ce qui est dit ici, et de manière parfois assez simple et assez claire. Oui, bonsoir Fabien, je suis en fait expatrié au Chili, en Patagonie, et c'est effectivement, on regarde beaucoup le reste du monde en vantant justement les mérites d'un bout du monde complètement en dehors de tout problème. Donc, mais cependant, on a quand même les mêmes problèmes de développement touristique que ceux que vous évoquez. Il me semble que mon expérience j'aimerais en fait poser une question dans le sens des types de tourisme dont on parle quand on évoque ces problèmes et ces dangers. Parce que je crois qu'en fait, il y a tourisme et tourisme, ou voyageurs et touristes. Moi, je travaille dans ce qu'on appelle le tourisme scientifique. Donc effectivement, on essaie de lier des concepts et des éléments qui permettent de structurer un tourisme différent. Et peut-être que dans ces zones dites rouges, on peut penser à d'autres formes de tourisme plus personnalisées qui respecteraient les règles de sécurité pour les voyageurs et pour les opérateurs. Alors comment on pourrait le penser, cette autre forme de tourisme? Alors ça, pour le coup, c'est pas évident. Mais il existe, hein, c'est le tourisme que fait Maurice, c'est le tourisme qu'on essaye de faire. Maintenant, excusez-moi d'être rationnel, et aujourd'hui en France, vous avez une loi qui s'appelle la loi Kouchner, qui dit en gros que si vous êtes tour opérateur et que vous envoyez des touristes dans une zone, malgré les avis, sans préciser d'ailleurs lesquels, eh bien, si l'État français engage des dépenses pour payer pour vos bêtises, par exemple une rançon, détourner le Charles de Gaulle ou envoyer des rafales, c'est vous qui devez payer. Alors, heureusement, elle n'a jamais été utilisée, mais je peux vous dire que c'est quand même une épée de Damoclès sur nos têtes. Et même si on n'est surtout pas des financiers, on a aussi des travailleurs qui travaillent chez nous et on n'a pas envie de balancer leur emploi bêtement. C'est une réponse, hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, très rapidement, je voudrais demander, je ne me rappelle plus de son prénom, M. Sigmund Freud. Maurice. Voilà, Maurice Freud, non, je plaisantais. Freud. Freud, non mais j'ai bien vu l'orthographe, mais bon, c'était... Freud. Ouais. Freud. Ce qui veut dire ami. Allons-y. Alors, je voulais simplement, quand vous faisiez la réflexion sur les touristes qui sont là avec leur troisième bras, l'appareil photo, là, et quand vous dites, on va d'abord un peu expliquer aux populations du coin ce que c'est que les touristes, pourquoi vous ne faites pas aussi une explication sur ces gens-là? Moi, j'ai été choqué par les appareils photo, surtout pour un premier voyage qui normalement étaient des gens qui n'étaient pas des touristes, les premiers venus, mais ils se comportaient pareil. Hein. C'est-à-dire que si ça avait pu mettre l'appareil photo dans l'œil du... Comment que ça se fait que vous ne l'avez pas dit? Vous ne savez pas, on va faire une première journée. Je vous interdis les appareils photo, par exemple. C'est pas grave si on loupe une belle photo. Oui. Il l'a dit, mais après, alors. Ouais, c'est difficile d'empêcher les gens de vouloir faire une photo. La problématique, c'est de ne pas le faire tout de suite. C'est d'abord de créer une proximité avec les gens. C'est ça qui est important.
Voilà. Alors, c'est vrai que parfois je me sens extrêmement agressé par certains touristes, non pas parce que la prestation n'est pas de qualité, mais parce que je trouve qu'ils choquent ces populations. Et ça m'insupporte profondément. Voilà. Après, j'aimerais revenir sur... brièvement, parce qu'on va bientôt... Oui, Gérard. Sur la position du ministère des Affaires étrangères. Bon, Point Afrique est une coopérative, n'est pas du tout inquiété par le fait que demain, il faut qu'on paye le rapatriement. Moi, je garantis personnellement que j'irai négocier si jamais on devait être exposé à une prise d'otage. C'est un engagement personnel. Bon, par contre, je ne vais pas aller au Mali, au Niger, en Libye. Mais au Tchad, où la situation est particulière, qui sort de 40 années de guerre, qui ne veut pas laisser rentrer cette terrible gangrène qu'est le terrorisme djihadiste. Je ne peux pas laisser tomber ces gens qui, quelque part, croient en nous. Et pour nous, c'est fondamental. Voilà. Et je ne peux pas arrêter cette activité parce que le jour où les terroristes réussiront à rentrer au Tibesti, qui sont des montagnes équivalentes à celles de l'Afghanistan, on ne réussira jamais à les déloger. La Dra des Iforas, c'est des collines. Le Tibesti, c'est une vraie montagne. Et le jour où les terroristes réussiront à s'implanter au nord du Tchad, nos générations futures continueront de souffrir de ce phénomène. C'est une certitude. On ne pourra pas gagner. Ce qu'a fait Serval au Mali, c'est impossible au Tchad. Impossible. Voilà. C'est la raison pour laquelle, d'accord, tous ces pays, ça devient délicat. Les populations du Nord, Mali, du Niger, eux-mêmes m'ont dit, il y a plus de 3 ans, on ne peut plus garantir ta sécurité. Gérard s'en rappelle. Et j'ai surpris toute la profession en disant, Point Afrique, arrête le Mali, le Niger, la Libye, on arrête. On n'a plus de sécurité. Tant que les populations locales me garantissent, il n'y a pas de problème. Et je pense que l'échange que nous avons avec ces populations, en toute simplicité, à tous les degrés, me permet à moi de dire on peut prendre le risque ou on ne peut pas. Le jour où j'ai un doute, j'arrête. Et donc, Maurice, ça veut dire que le Tchad, ça va continuer? Ah ben, il me faut trouver un minimum de participants. C'est clair. Voilà. Parce que, bon, pour ceux qui s'intéressent au voyage, Gérard en fait partie, le principal groupement de voyageurs d'aventure, c'est Terre d'Aventure, Nomade, aujourd'hui Alibert, qui a rejoint ce groupe. Au mois de mai-juin, ce groupe devait participer aux prises de risque. Parce que quand on fait une chaîne d'avion, on engage 1,5 million de risques financiers. C'est toute la différence avec mes confrères. Et sous la pression du ministère des Affaires étrangères, il y a 10 jours, il prenait 40 places par vol. J'étais relativement tranquille. Et sur les pressions du MAE, où tout le monde n'est pas d'accord. Le ministère des Affaires étrangères, hein, MAE. Hein. Voilà, le ministère des Affaires étrangères françaises, où tous les fonctionnaires ne partagent pas le même point de vue. Et je dirais que les spécialistes civils qui s'intéressent au Tchad, au ministère, seraient plutôt à m'encourager à continuer. Alors, malheureusement, je termine là-dessus. La DGSE, qui est l'armée française, qui est présente à Fayal-Arjou, elle ne veut pas nous voir. Ça, c'est une certitude. Or, c'est pas l'armée française qui peut décider de ce que nous faisons dans un pays auquel nous faisons, pour l'instant, totalement confiance. Et je vous invite à venir au Tchad cet hiver. Merci.
Michel, oui, en fait, je voulais revenir on va t'écouter un peu en conclusion. Oui, en fait, je voulais revenir un peu à la question de monsieur qui demandait quel genre de tourisme il faut développer ou par rapport à la situation actuelle. Et je suis pas je suis pas un opérateur de tour touristique, mais moi, si vous voulez mon avis par rapport en tant que jeune Africain, et le genre de tourisme que nous voulons en Afrique, c'est des touristes qui regardent l'Afrique avec le cœur, mais pas avec les yeux. Parce que c'est par rapport à la photo. C'est vrai que depuis la nuit des temps, il y a une espèce d'agression comme ça. Quand on arrive, le matériel que les Européens ont accès rapidement, je pense que ça modifie malheureusement le comportement humain. La machine prend le dessus, la machine devient plus importante que l'homme. Donc nous voulons justement que des gens viennent, pas forcément pour regarder des beaux paysages, mais aussi vivre. Juste vivre, juste là, juste venir dans un pays, vivre et voir comment nous aujourd'hui, nous vivons. Notre Afrique, mon Afrique. Voilà. Merci. Voilà, on va conclure par une boutade. Je n'en ai pas vraiment l'habitude parce que c'est un peu idiot de terminer sur des sujets aussi sérieux par une boutade, mais au moins vous avez constaté que déjà, et Michel, tu l'as constaté, à Albertville, parfois le soir, il fait très largement aussi chaud que chez toi. Oui, c'est vrai. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir contribué à cette soirée qui se voulait informative. C'est pas toujours facile, mais je crois que c'est important de repartir d'ici avec une vision peut-être plus clarifiée de ce qui se passe en ce moment dans cette zone. On va malheureusement mettre à contribution encore un petit moment Jean-Christophe Ruffin pour quelques signatures de livres qui sont prêts donc à votre, du côté que je montre, voilà, de la salle. Jean-Christophe Ruffin peut signer quelques livres. Et notamment Katiba sur cette région sahélo-saharienne. Merci pour cette soirée. Des robots et des extraterrestres. Oui, monsieur. Vous voulez me dire qu'il y a un studio de cinéma à Hollywood en ce moment qui est financé par la CIA? Oui, monsieur. Et pourquoi pas les vélos, déjà? On a tenté de faire remonter le message, monsieur. Vous croyez que c'est plus plausible que des professeurs? Absolument. Il n'y a plus aucun enseignant étranger en Iran. Et tout le monde connaît les gens d'Hollywood. On sait bien qu'ils tourneraient à Stalingrad avec Pol Pot comme réalisateur si c'était vendeur. Toutes les solutions sont mauvaises. Il faut choisir la meilleure. Vous n'avez pas de meilleure mauvaise idée que celle-ci? C'est la meilleure mauvaise idée que nous ayons. Et de loin. Merci d'avoir écouté ce débat, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvé passionnant et je me dis juste un truc, c'est qu'on parle pas assez de ces pays, surtout du point de vue voyage, du point de vue tourisme. Je sais pas vraiment si ça peut aider à terminer une guerre ou à arrêter le terrorisme. Ça, on va laisser aux gens qui sont vraiment, vraiment positifs. Mais en tout cas, je me dis qu'il y a peut-être des pistes à creuser et que localement, on peut changer les choses. Vous vous demandez peut-être quels ont été les films sur VoyageCast. Eh bien, le premier, c'était Black Hawk Down, si je prononce bien, ou La chute du faucon noir en français. Vous l'avez peut-être entendu dans l'introduction, le film se passe en Somalie. Le pitch est assez simple, un hélicoptère s'écrase suite à une opération, des militaires américains sont envoyés pour aller secourir ces soldats, et ça part un peu en sucette. Le film est assez classique dans sa deuxième partie, il est assez dur tout de même, surtout le début. Les premières images sont très violentes et surtout qu'elles nous rappellent des faits qui se sont bel et bien passés. Elles nous rappellent des choses qu'on a vues en coup de vent à la télé. Oui, je sais pas comment dire ça, mais peut-être réfléchissez avant de regarder. Il s'agit tout de même d'un film violent, pas pour le fun, ça évoque des choses qui se sont réellement passées. Moi, je me suis remis dedans hier pour sélectionner ce que je voulais passer dans VoyageCast. Je ne me rappelais plus des premières images et oui, elles sont pas très agréables à voir. Il reste que c'est historique, donc ça peut être intéressant de regarder. En tous les cas, c'est un bon film, il y a pas mal de bons acteurs. La musique est formidable. D'ailleurs, la musique qui sera à la fin de cet épisode vient justement de ce film. Une musique de Lisa Gérard avec Hans Zimmer. Magnifique, tripant,
Je vous défie de ne rien ressentir en écoutant cette musique. C'est impossible, il y a tellement d'émotions qui passent. Moi j'adore, alors pour la fin du podcast, mettez le volume du casque à fond, fermez les yeux et partez avec la musique. Pour le deuxième film, il s'agit d'Argo, un film de Ben Affleck. Le film se situe en Iran et aux États-Unis. Après la chute du Shah, et c'est expliqué au début du film, il a été emporté aux États-Unis pour se faire soigner. L'Iran est tombé en révolution et l'ambassade américaine a été envahie par les Iraniens. Une partie des otages sera séquestrée pendant 444 jours, mais 6 d'entre eux ont eu la chance de se réfugier dans l'ambassade du Canada. Et ce film raconte l'histoire de leur exfiltration de cette ambassade, avec un moyen assez original, il faut le dire, comme vous l'avez entendu dans l'extrait qui est passé, c'est pas du spoil, vous le savez très vite dans le film. C'est un film que j'ai trouvé vraiment chouette à regarder, c'est tiré de faits réels et d'une histoire qui est quand même assez étonnante dans l'histoire de la CIA. Pour tout vous dire, l'Iran n'a pas été très d'accord du traitement qui a été fait pendant le film, ce qui n'est pas très étonnant, c'est vrai que dans le film ils ont tendance à passer pour des gens violents, ce qui est pas forcément étonnant et pas forcément faux. À la fin du film, je vous encourage vraiment à le regarder, à la fin du film, vous voyez des images qui ont été prises à l'époque et qui ont été reconstituées dans le film. Il y a bel et bien des gens qui ont été pendus à des grues, il y a des choses assez horribles qui se sont passées, donc bon, c'est pas pour ça qu'on doit juger un peuple, comme d'habitude. Mais bon, les gens qui étaient là n'étaient pas là pour faire la fête, ce qu'ils ont fait c'était de la torture. Qu'ils aient eu des raisons d'être énervés contre les Américains, on peut tout à fait le comprendre, c'est certainement légitime, mais tout de même, il y a des limites à pas dépasser, je pense, dans la violence ou dans la torture, et il faut avouer que ces gens-là les ont clairement dépassés. Mais tout ça pour vous dire que voilà, l'Iran n'a pas tellement apprécié ce traitement. Le Canada a moyennement aimé le film aussi. Il faut savoir qu'il y a une petite guéguerre entre ceux qui ont inventé ce stratagème, ceux qui ont effectué ce stratagème, la CIA ou le Canada. Bref, ils ont collaboré, c'était magnifique et tout. Tout le monde est content, tout le monde est heureux et tout le monde s'aime. Bref, c'est assez rigolo, ils essayent tous d'avoir le beau rôle. Enfin voilà, c'est une histoire qui est assez marrante à regarder, surtout quand on pense qu'elle est vraie. On s'approche de la fin de l'épisode pour vous dire que dans 2 semaines, c'est le nouvel épisode de Voyage Cast où nous allons parler du voyage en famille. Ce sera 2 familles qui viendront nous parler. L'une qui a une fille de 2 ans et l'autre qui a un adolescent de 14 ans. On va donc évoquer le voyage en famille, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se débrouille quand on a une famille et qu'on veut quand même voyager, comment est-ce qu'on s'arrange avec l'argent, comment est-ce qu'on s'arrange pour l'éducation, plein de sujets autour d'enfants et de familles qui, je pense, intéresseront un grand nombre d'entre vous. Je vous laisse comme promis avec cette fabuleuse musique présente dans le film La chute du faucon noir. Elle s'appelle Gortoz Aran, J'attends, par Dénez Prigent et Lisa Gérard, orchestrée par Hans Zimmer. C'est magnifique, je vous laisse profiter et à ciao, bonsoir.